Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire du soir de Vers de Terre Production. Voilà, on est le 2 septembre 2025 et aujourd'hui pour ce webinaire, on va avoir comme intervenante Pauline Garcia qui sera là en éthologie comportementale pour qu'il s'agit de tout ce qui est équin, bovin et caprin qui peut s'appliquer en élevage. Donc, pour ceux qui ne savent pas et qui peut-être ne connaissent pas non plus, voilà, Vers de Terre Production, c'est un organisme de formation, on organise des formations en agroécologie dans différentes filières. Alors, historiquement, c'était plutôt maraîchage, mais là, en l'occurrence, et en lien avec la présentation qu'on va avoir juste après, évidemment, Vers de Terre Production propose des formations en élevage. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je peux vous montrer un peu le catalogue que nous avons au sein de Vers de Terre qui se trouve sur notre site internet. Alors, voilà, je vais vous partager mon écran. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous tapez Vers de Terre Production, vous pouvez accéder à notre site internet, notre page, avec le catalogue des formations, notamment sur les rubriques ici. Alors, bon, il y a des formations longues, c'est-à-dire des formations qui durent assez longtemps, dans différentes filières et qui peuvent être certifiantes via le CPF. Nous, on va plutôt se concentrer pour des formations plutôt là, tout ce qui est plutôt élevage. Et bon, il n'y a pas de formation longue dite élevage actuellement, donc on va plutôt aller dans le catalogue, on va dire, récurrent, qui n'est pas forcément certifiante, qui sont des formations un peu plus courtes. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Et en élevage, on a par exemple la volaille agroforestière, ou plutôt pour ruminants, prévenir le risque de parasitaire par une gestion du pâturage, ce genre de formation. On a la particularité que nos formations sont, pour la plupart d'entre elles, 100% en ligne. Il y a parfois du présentiel. Je pense à l'architecture et physiologie au service de la conduite des arbres fruitiers, par exemple. Mais en tout cas, beaucoup de nos formations ont une partie ou totalement en distanciel. Et toutes nos formations sont finançables via vos fonds Vivea, bien évidemment, 100% finançables. Donc si vous cotisez à la MSA, vous pouvez financer l'entièreté de la formation via vos fonds Vivea. Alors, si vous voulez chercher des formations plus spécifiques en élevage, il suffit de cliquer ici sur l'onglet Grande culture et élevage, afficher les résultats pour avoir le filtre. Et donc ensuite, vous allez un peu plus bas, et là vous avez... Ah, bon, là, la page elle s'est remis. Voilà. Vous arrivez un peu plus bas, là, après le fit, et là vous avez un peu toutes les formations grande culture élevage. Donc il y a plein de formations, que ce soit pour ruminants ou volailles. Par exemple, développer l'autonomie aux protéines en élevage. Ça, c'est un cours de e-learning, voilà, pour rapport à être autonome d'un point de vue fourrager en protéines. On a aussi de la géobiologie. On pouvait concevoir aussi votre projet de volaille en agroforesterie ou du pâturage tournant dynamique en agroforesterie. Et là, il y a carrément concevoir son projet, c'est-à-dire avec les formateurs, ils peuvent vous accompagner dans le cadre de la formation en visio pour que vous carrément vous concevez de A à Z et que vous soyez prêt à la fin pour pouvoir le mettre en place. Enfin, voilà, il y a plein de formations. Et donc, pour ces formations dites élevage, moi, je suis Adrien, un des chargés de mission qui s'occupe plutôt de la filière. Et il ne faut pas hésiter, si vous voulez me contacter, bah, tout simplement, par exemple, vous cliquez sur une de nos formations, prenons par exemple la volaille, voilà, vous avez le programme, les objectifs, le formateur, etc. Mais c'est ici au-dessus, là, au début de la page, vous avez mon nom, voilà, Adrien, et mon téléphone. Donc, vous pouvez me contacter par mail ou au téléphone directement si vous voulez avoir des informations supplémentaires. Et vous voulez mieux connaître voilà, les objectifs de la formation et si ça répond à vos attentes. Évidemment, pour vous inscrire, vous allez ici et vous allez rentrer dans le formulaire d'inscription. Et si vous voulez accéder au programme détaillé, c'est ici au niveau du PDF. Alors, très important aussi, voilà, il n'est pas encore trop tard. Je reviens sur le catalogue, mais vous avez pu voir quand vous arrivez sur le catalogue, ici, là, voilà, le bandeau ici, là, que vous voyez, jusqu'avant encore le 10 septembre, vous avez un code promo rentrée. En effet, en fait, à la fin du formulaire, ne vous étonnez pas, il y a des frais de dossier de 25 euros en plus du prix normal de la formation qui est finançable par Vivea. Il y a 25 euros de frais de dossier et là, encore avant le 10 septembre, vous pouvez encore bénéficier du code promo rentrée qui vous permet de ne pas régler ces frais de dossier. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes vraiment intéressé par une formation et que vous voulez vous inscrire avant le 10 septembre, vous pouvez encore profiter de ce code promo. Voilà. Bon, en tout cas, sachez que voilà, Vers de Terre Production, c'est plus qu'une chaîne YouTube, c'est surtout des formations pour les agriculteurs, mais aussi les particuliers, les techniciens et en agroécologie.
Dans ce cadre-là, moi, voilà, j'ai l'honneur de présenter Pauline Garcia, qui travaille sur l'éthologie pour bovins, caprins et équins. Il me semble les trois, il n'y a pas plus. Il me semble, en tout cas. Les humains, quand même, un peu. Je vais D'accord, l'expliquer les que humains aussi. j'ai glissé un peu vers les humains parce que bah, il faut s'y Ça intéresser marche. quand même à cette espèce. Ça marche. Mais bon, en tout cas, voilà, elle a accepté de venir ce soir pour nous présenter un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, son approche assez particulière pour améliorer le bien-être animal. Et voilà, je vous laisse la main, Pauline Garcia, pour la suite, pour vous présenter. Évidemment, comme d'habitude, alors là, ce sera un webinaire un peu plus court qui sera seulement d'1 heure, donc on aura à peu près 30 minutes de présentation environ. Et évidemment, on passera après aux questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les traitera ensuite après la présentation. Vous pouvez partager votre écran, Pauline, pour commencer. Merci, Adrien. Donc, je prends la main, je partage. Est-ce que tout le monde, toi notamment Adrien, bah, je te tutoie, D'accord, ça marche, pas est-ce de que tu souci. vois mon écran? Est-ce que tu vois mon Oui, partage? Est-ce qu'on est en alors, plein écran? On est sur la slide 1. on est en plein écran. Moi, je vois très bien ta présentation. Ok, dans Donc, le je chat, pense. ça confirme aussi. Alors, il y a un petit décalage en fait, entre le YouTube et la Bien visio sûr. Zoom. Donc, en fait, là, on n'est pas encore arrivé au partage. Donc, je ne peux pas dire. D'accord. Bon, bah, je vais attendre un peu quand même. Ça Sinon, marche. moi, je connais tellement mon discours, je vais partir sur l'autoroute. Là, après, on m'arrêtera plus là. Donc, je vais attendre quand même mes auditeurs. Oui, ça arrive, ça y est, Ça confirme, c'est bon. ça arrive, oui, oui, on voit bien via YouTube, on voit bien. Super. Bon, très Donc bien. c'est parti. Merci de votre présence. 18 heures, c'est pas toujours simple comme horaire. Bon, il y aura du replay, mais voilà, on peut pas satisfaire tout le monde, hein. C'est comme ça qu'il faut partir, comme principe. Donc aujourd'hui, je vais porter ma conférence sur l'étude du comportement, donc c'est l'éthologie, comment ça peut apporter du mieux-être dans les élevages bovins. Et c'est vraiment une discipline qui peut apporter vraiment du confort, de l'amélioration technique, environnementale, aussi bien pour l'animal que pour l'humain. Donc ça serait vraiment dommage de s'en priver. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais surtout vous parler du programme, mais aussi de ma présentation. Donc première étape, je vais vous présenter qui je suis. Parce que j'ai un parcours atypique, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Donc c'est plutôt encourageant pour tous les hors cadres familiaux qui souhaitent se reconvertir dans le milieu agricole. C'est une solution et c'est pas forcément, c'est parfois des parcours un peu compliqués, mais je veux dire que la porte est ouverte, quoi. Je vais vous définir ce qu'est l'éthologie en quelques explications simples et surtout vous expliquer que les études sont très intéressantes pour le terrain. Je vais justement vulgariser quelques études éthologiques pour vous montrer que quand on les vulgarise sur le terrain, eh bien, bah, ça apporte vraiment, ça fait du sens. Ça vous apporte vraiment un sens à l'étude et vous comprenez et ça vous permet de comprendre que bah, cette discipline, elle est vraiment intéressante pour le métier, pour les métiers agricoles. Et enfin, je conclus avec des vidéos de ce que je fais dans ma ferme et ensuite, c'est la place aux questions. Donc, mon parcours, j'insiste vraiment en début de formation sur mon parcours parce que j'ai un parcours assez atypique et j'aime bien expliquer que, en fait, toute expérience dans la vie est bénéfique et qu'il faut pas. Bah, c'est pas la peine de vivre dans des regrets, bien au contraire, il faut saisir toute opportunité et les tourner vers le positif, si possible. Donc, j'ai mis deux photos qui me représentent bien. J'ai fait une partie de ma vie professionnelle dans les médias. Là, j'étais aux côtés de Cyril Hanouna, j'étais entre autres son assistante. Alors, je dis entre autres parce que j'ai été aussi l'assistante de différents animateurs télé et radio comme Arthur Coé. Euh, et maintenant, je suis agricultrice. Donc, j'ai fait vraiment. Je suis passée de Paris au Cantal, mais je ne suis pas parisienne. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Je suis nimoise. Je suis née à Nîmes et à l'âge de 18 ans, j'ai une opportunité professionnelle pour aller travailler à Paris à Fun Radio.
en toute honnêteté. Donc j'ai fait de la radio libre le soir. J'ai écouté les problèmes des auditeurs et les problèmes pas que, hein. Et ça m'a permis déjà de comprendre un peu l'humain et de bien cerner cette espèce-là. Petite précision, avant de quitter Nîmes, j'hésitais quand même avant de faire des études en tant que vétérinaire. Donc j'ai quand même une attraction vers la santé animale, santé, comportement depuis toute petite. Donc je passe environ 12 ans à Paris et puis je décide de faire un petit bilan de compétences et puis un bilan sur ma vie tout simplement. Est-ce que je me vois exercer ce métier d'assistante de production sur les plateaux télé, en radio, parce que j'ai fait radio, j'ai fait la télé, j'ai travaillé en production. J'ai vraiment touché aux trois différents médias. Et donc, je me vois pas, je vois mettre fin à cette période de ma vie et je décide donc de reprendre les études. Donc en 2013, j'obtiens un DU, un diplôme universitaire, qui porte sur le comportement animal, labellisé sur les chevaux au début. Et puis ensuite, je passe un label pour travailler avec les vaches et les chèvres. Donc ça, je l'obtiens en 2013 à Rennes, à l'université de Rennes. En 2014, je quitte Paris, je quitte Rennes et je décide de me rapprocher de mes parents dans le Cantal, qui avaient quitté Nîmes, parce que je suis nîmoise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je décide, je commence à découvrir un peu l'Auvergne et je constate très vite qu'il y a plus de bovins que d'humains. Et donc, il y a quand même, pourquoi pas, faire connaître les études sur cette espèce-là, à travers des formations, à travers du coaching. Mais je ne suis pas agricultrice. Donc, je décide de retourner encore à l'école et de passer un BPREA. Donc, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole pendant un an. À l'issue de cette formation, j'ai rencontré un associé, donc ça m'a permis d'intégrer sa ferme, de m'installer. Et je m'installe donc en 2015. Parallèlement, avant de m'installer, je décide aussi donc de créer ma société Éthodiversité, que je crée depuis 2013 et que je propose soit pour du coaching individuel sur un seul individu, sur un seul cheval ou une vache ou chèvre, sur les animaux plutôt de compagnie, ou alors plutôt élevage. En 2015, donc le parcours de l'installation étant fini, parce que quand on s'installe en tant qu'agriculteur, on a tout un parcours à valider. Donc je le valide, je m'installe et donc là j'ai officiellement la casquette. En plus, parce que j'ai déjà la casquette d'experte en bien-être, j'ai cette casquette d'agricultrice qui me permet d'avoir énormément de vaches à disposition et de tester ou en tout cas ouais, de voir un peu les protocoles qu'il existe en termes de bien-être animal, en termes de relations, et de voir un petit peu ce qui est possible de faire. Donc tout ça, je le fais dans ma propre ferme. Parallèlement, bien sûr, je propose des formations auprès des chambres d'agriculture ou différentes associations. Mais surtout, je gagne en expérience de terrain avec mes propres animaux. Ça me permet de faire beaucoup de vidéos, de me faire connaître sur les réseaux sociaux également. Et donc, c'est quand même grâce à mes vaches, et je les remercie tous les jours, elles m'ont fait gagner en expérience en tant qu'agricultrice. Ça m'a fait aussi découvrir le terrain, la réalité du terrain, hein. Quand on est agriculteur, c'est pas toujours aussi simple, surtout quand on est dans des conditions géographiques particulières. Donc moi, ma ferme, elle est implantée donc, dans le Cantal, à 1200 mètres d'altitude. On a une centaine de vaches, de mères. Donc on a les suites, hein, les 1 an, les 2 ans, les taureaux. Donc j'insiste sur le nombre parce que souvent on pense que waouh, 100 vaches, c'est beaucoup. Dans la moyenne, c'est une moyenne ferme. C'est pas une grosse ferme. Et c'est pas parce que tu as beaucoup d'animaux que tu ne peux pas créer du relationnel et que tu peux pas installer des pratiques positives. Ça, c'est une fausse croyance. En fait, les pratiques positives, c'est ce que je vais présenter plus tard. C'est une question de philosophie, c'est une question de formation, de bien connaître l'animal. Donc, c'est pas un nombre qui doit nous rebuter et nous interdire les pratiques positives. Donc en 2021, mon constat est que c'est bien de s'intéresser au bien-être de l'animal, mais le bien-être de l'humain, c'est fondamental. Et dans une relation humain-bovin, si on fait tout pour l'animal, mais que l'humain à côté, il est bancal dans sa vie perso, dans sa vie pro, dans son épanouissement personnel, dans ses activités sportives ou culturelles, qu'il y a un gros décalage par rapport à ça,
ben, forcément le déséquilibre se fait sentir et le bien-être, il n'est pas très justement très équilibré des deux côtés. Donc je suis plusieurs formations en développement personnel. Pour moi déjà, je gagne en enrichissement personnel de malade, en, en- en toute honnêteté. Je découvre plein de choses sur moi, sur ma famille, sur des comportements entre humains qu'on peut avoir, sur des répétitions comportementales aussi qu'on peut reproduire. Et ça me permet d'encore plus apporter un coaching personnalisé sur les humains. Je suis auteur depuis 2020. J'écris des livres édités chez La France Agricole, dont je vous parlerai en fin de formation, en fin de webinaire. Et ma dernière casquette, c'est vulgarisatrice sur les réseaux sociaux. Ça aussi, j'y reviendrai plus tard. Donc, mes formations de terrain, elles s'adressent à tout public. Donc, quand je dis tout public, bon, c'est essentiellement dans le milieu de l'élevage, mais pas que. J'ai parfois des passionnés de vaches, des passionnés de chevaux ou de chèvres qui ont juste une vache chez eux, deux chevaux, trois chefs de compagnie et qui ont envie d'en savoir plus sur le comportement et sur la relation. Euh, donc, il y a forcément une partie théorique et une partie pratique dans mes formations où on aborde plusieurs thèmes, comme les besoins fondamentaux de l'espèce. Pour moi, c'est la base quand on travaille avec une espèce, qu'on soit toiletteur canin ou éleveur de porc. Si on ne connaît pas les besoins fondamentaux de l'espèce, on peut passer à côté vraiment d'informations pertinentes et ça peut engendrer des problèmes comportementaux ou relationnels. Bien sûr, j'aborde le bien-être de l'animal et de l'humain avec tout le côté des cinq libertés et tout le côté épanouissement personnel de l'humain, enrichissement. Euh, Ça, c'est pour moi très, très important. J'aborde tout le côté comportement. Donc ça, c'est la partie éthologique. Comportement, c'est savoir lire des postures corporelles d'une vache, d'un cheval, d'une chèvre, quand la tête est haute, quand la tête est basse, quand la queue s'agite, quand l'animal souffle. En fonction du contexte, il y a toujours une explication. Donc ça, c'est important de pouvoir traduire ça. L'enrichissement de l'environnement, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que souvent les animaux vivent dans des milieux appauvris qui répondent juste aux besoins primaires de l'animal, mais tout ce qui est enrichissement et développement sensoriel, on est très limité. Donc l'enrichissement, c'est ce qu'on retrouve dans les zoos. Imaginez un zoo qui vit dans une pièce blanche sans support sur lesquels il peut se faire les griffes, sans support sur lequel il peut prendre de la hauteur. Euh, ça serait très déstabilisant et ça serait peu stimulant et on serait sur des animaux un petit peu apathiques. La relation humain, pardon, animal, pour moi, c'est le ciment. C'est le ciment de toute activité, qu'on soit dans l'élevage, dans des loisirs, qu'on soit dans des fermes pédagogiques. Il y a une relation qui se crée. Cette relation, il y a un code à respecter. Euh, et quand on le respecte, on a plutôt de bons résultats. Et j'en ai d'ailleurs parlé dans mon dernier livre. Manipulation et contention, donc ça, c'est des thèmes aussi qui reviennent très souvent plutôt côté élevage. Manipuler de manière en limitant le stress au maximum et surtout euh, avec un animal qui garde de très bons souvenirs des manipulations et de la contention. Et ça, c'est le plus compliqué dans le cerveau de l'humain, en fait. C'est de savoir contrebalancer en permanence parce que les actions qui peuvent parfois être perçues négatives. Je prends un exemple, quand on fait un soin à un animal, c'est parfois douloureux, c'est parfois stressant pour l'animal comme pour l'humain, mais on peut, même c'est obligé, c'est non négociable pour moi, introduire des actions positives qui permettent de laisser un meilleur souvenir de ce soin. Et l'animal, s'il fait un peu le bilan de ce qui vient de se passer, il vaut mieux qu'il garde des souvenirs positifs que négatifs. Bien sûr, j'aborde éducation et pensée positive. Alors ça, j'en parle dans mon deuxième livre, notamment en préparation des concours. Un bovin, par exemple, bah, ça s'éduque autant qu'un cheval qui prépare un concours. On n'est pas dans les mêmes exigences, on n'est pas dans les mêmes disciplines, mais tout le côté mental, préparation à la nouveauté, préparation à un contexte de nouveauté, ça se prépare. Ça demande un peu de temps, ça demande de la connaissance, et pour moi, j'aime bien l'aborder dans mes formations. Clicker et medical training, ça c'est une méthode d'éducation qui est beaucoup utilisée chez les chiens. Hélène Roche l'a transposée chez les chevaux. C'est d'ailleurs elle qui m'a formée en cheval. Et moi, je l'ai transposée sur les animaux d'élevage.
Donc c'est un petit outil qui clique quand on appuie dessus et qui permet de récompenser les bons comportements et qui surtout surprend très vite les humains parce on se rend compte que l'animal apprend très très vite avec ce genre d'outil parce qu'en fait dans ce genre de protocole on est très régulier, on est très rigoureux et c'est ce qui permet d'apprendre très vite en fait la rigueur et la régularité. Donc mes différents publics, comme je vous l'ai dit, c'est bon, c'est tout public, mais avec qui je travaille en général, ce sont les chambres d'agriculture, les lycées agricoles, les cliniques vétérinaires, les écoles d'ostéopathie animale, les techniciens qui travaillent pour les chambres d'agriculture, parce que les chambres d'agriculture, je peux travailler côté élevage, mais aussi côté technicien. Les coopératives agricoles, j'ai beaucoup de formations programmées avec Synovia, notamment dans le nord de la France, littoral normand. Donc j'ai vraiment tout type d'intervenants. Voilà, donc ça va de la formation 100% théorique, 100% pratique, mix des deux. Voilà, j'ai un peu de tout. Et je propose également une formule en ligne parce qu'il faut satisfaire aussi les personnes qui veulent pas assister à des formations de groupe. Donc ces formations consistent à voir un petit peu les points que j'ai vus juste avant, mais surtout en mettant l'accès sur les besoins fondamentaux, le monde sensoriel du bovin et les techniques d'approche positive. Donc ça, c'est les trois axes que vous retrouverez dans mes formations en ligne. Donc maintenant, on arrête de parler de moi et on va un petit peu continuer sur l'éthologie. Donc l'éthologie, pourquoi s'intéresser à cette discipline quand on travaille en élevage, qu'on soit vétérinaire, éleveur, inséminateur bovin, il y a différents métiers, hein, vraiment, c'est un métier, enfin, l'agriculture génère beaucoup de métiers. Donc l'éthologie, c'est une discipline scientifique avec plusieurs notions qui sont travaillées, qui sont observées. Donc tout ce qui est l'étude du comportement de manière générale, donc les postures, bien-être, mal-être, tout ce qui est communication des animaux. L'Umwelt, alors l'Umwelt, c'est un mot allemand qui veut dire le monde sensoriel. Les interactions et les relations, alors les interactions soit entre animaux, mais aussi avec l'humain. Et tout ce qui est apprentissage de l'animal. Donc, quand on prend connaissance de tout ce bagage scientifique, forcément, sur le terrain, on va être plus performant pour mieux connaître les besoins fondamentaux, pour mieux connaître les perceptions de l'espèce. On travaillera forcément plus en sécurité parce que, je vous donne un exemple, quand j'explique comment la vache, elle voit et qu'elle a des perceptions différentes des nôtres et qu'elle voit de manière plutôt saccadée. Nous, on voit en image, nous, on voit en film, elle voit en image. Et de manière saccadée. Pardon, je suis allée trop vite. Hop, attendez, je reviens. Et donc, quand on prend connaissance de cette notion-là, forcément, ça va adapter, on va réadapter notre approche, notre vitesse de déplacement, et donc on va gagner en sécurité. Donc vraiment, la connaissance approfondie de l'animal permet de gagner en sécurité. On va forcément gagner en facilité de travail, en plaisir de travail. Quand on arrive à travailler plus facilement, on est content, on a un niveau de satisfaction qui augmente. Ça aura des conséquences directes sur la production si on est dans le cadre d'un élevage, parce que des animaux moins stressés, bah, c'est comme dans une société, hein, des personnes qui sont stressées, elles finissent en burn-out. Des personnes qui sont moins stressées, qui sont écoutées par les managers, avec des managers attentifs, adaptatifs, ben, l'équipe travaille mieux. Et donc forcément, amélioration du bien-être animal et de l'humain. Donc des petites études pour vous montrer, des exemples d'études pour vous montrer que l'éthologie appliquée à l'élevage, ça peut vraiment conforter certaines personnes qui avaient déjà ces connaissances-là, mais aussi appuyer des notions qui sont inconnues. Premier exemple, il y a une étude qui montre que élever des veaux laitiers en binôme depuis le plus jeune âge, dans un environnement enrichi. Donc enrichi, ça veut dire des brosses, pardon, et des objets suspendus qui permettent aux animaux d'exprimer leur comportement bucco-dentaire. Hein. Le jeune bovin a besoin d'avoir des comportements de mâchouillement, de léchage. Ça fait partie de son exploration du monde. Et donc, quand on fait évoluer les animaux dans ce genre d'environnement, donc là, j'ai mis des photos euh, sur le terrain. Donc, sur le terrain, c'est tout à fait applicable. On met des brosses,
on favorise des lots à plusieurs animaux, on enrichit l'environnement, eh bien, on a directement des impacts sur la santé de l'animal et sur ben, son poids, diminution des maladies. Donc, parce qu'en fait, on répond à des besoins fondamentaux du jeune bovin, qui est le grattage et l'exploration buccale. Donc, on se rend compte que cette étude vient peut-être confirmer ce que vous pensiez déjà, mais certaines personnes, moi dans mes études, le découvrent parce qu'il y a des pratiques et des croyances depuis des générations où on dit ben, il faut faire évoluer les animaux seuls parce que sinon il y a un risque de contamination. Donc voilà, il y a ces croyances et puis le père a dit ça toute sa vie et donc le fils il n'ose pas aller vers la nouveauté ou vers les innovations qui se font dans les élevages. Donc ça permet un petit peu d'ouvrir et on va dire un éveil de conscience, quoi. Deuxième étude, qui s'intéresse au budget temps des bovins sur 24 heures, c'est-à-dire que fait des animaux pendant 24 heures. Donc on s'est intéressé à différents comportements. Donc les comportements sont ci-dessous, repos, rumination, relations sociales, alimentation, déplacement, abreuvement et autres. Quand les animaux expriment ce genre de comportement, ils sont notés et ils ressortent dans les graphiques. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en bâtiment, donc on a comparé les animaux qui vivent dehors et les animaux qui vivent en bâtiment. En bâtiment, il y a deux catégories qui ressortent beaucoup plus, ce sont les relations sociales et les déplacements. Ça, c'est expliqué par le côté confinement, le côté pas manque d'espace, parce qu'elles ont suffisamment d'espace, mais on va dire pression sociale. C'est la même chose que l'on peut vivre quand on est dans un ascenseur longtemps. Au bout d'un moment, nos voisins, ils nous agacent, quoi. Et c'est sur un court terme, hein. Alors imaginez si vous vivez plusieurs semaines, plusieurs mois dans un ascenseur. Vous allez peut-être devenir plus agressif, plus impatient, plus à fleur de peau. Donc je suis pas en train de dire ça pour diaboliser les élevages avec les animaux à l'intérieur. Je suis en train d'expliquer que les études, justement, et les techniciens s'intéressent au confort des animaux qui vivent à l'intérieur et ils ont justement compris qu'il y a un besoin fondamental qu'il faut mettre en place et qu'il faut laisser, et que les animaux doivent pouvoir l'exprimer. Euh, Ce besoin fondamental, s'il est exprimé dans un bâtiment, on a réduction de l'agressivité et apaisement des animaux. Et cet élément-là, c'est celui-là. Ce sont les brosses. Les brosses, quand on est extérieur un petit peu à la situation, quand on découvre ça, quand on n'est pas agriculteur, quand on voilà, quand on est, je sais pas du tout quel public j'ai aujourd'hui face à moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas du tout du milieu agricole et juste des curieux. Les brosses, si on voit ça un peu de loin, on se dit oh c'est un accessoire de luxe. Ouais, on veut un petit peu rajouter des notions bien-être animal, donc on va rajouter quelques brosses. Alors, ça va bien au-delà de ça. Les brosses, donc c'est un enrichissement tactile. Dans l'enrichissement du monde du bovin, il faut toujours penser aux cinq sens. Et l'enrichissement du toucher, les brosses en font partie. Donc, pardon. Les brosses ont un effet vraiment apaisant, puisque un bovin, quand il se gratte, il va pas se gratter n'importe où sur son corps. Il va aller solliciter certaines zones. Et ces zones-là sont couvertes de points d'apaisement. Et donc le bovin, quand il se gratte sur ces zones, bah, il déclenche un petit peu des hormones de bien-être, des hormones d'endormissement et il s'apaise considérablement lors d'une séance de grattage. Donc après, les questions qui reviennent très souvent, c'est est-ce qu'on met une brosse fixe ou une brosse rotative? Parce qu'il y a aussi des brosses qui sont mécanisées, qui tournent sur elles-mêmes quand la vache se place en dessous. Moi, j'ai envie de vous de répondre, c'est en fonction de votre budget. Parce que bah, une brosse fixe n'a pas du tout le même prix qu'une brosse rotative. Pour vous donner une ordre d'idée, la brosse à droite, là, qui fait comme un C, elle fait 1400, 1500 euros. Une brosse rotative, elle va jusqu'à 2-3 000 euros. Il y a un moteur, il y a tout un système, donc il y a forcément une prise, enfin une arrivée électrique à gérer. Donc ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre de la place dont vous disposez, parce que c'est pas toujours simple de. Les bâtiments sont pas toujours pensés pour accueillir des brosses. En fait, les brosses, elles arrivent un peu après et surtout après des techniciens qui disent il faut mettre des brosses. Et sauf que l'éleveur qui a, qui a réfléchi les plans et qui a fait construire son bâtiment, bah, il n'a pas consacré des espaces bien-être pour ses vaches et notamment pour les brosses. Donc c'est vrai que parfois il y a des endroits qui sont pas toujours simples à gérer.
Et le nombre de brosses par bovin est hyper important à respecter parce qu'une brosse est convoitée. Forcément, ça apporte du bien-être. C'est une ressource qui apporte du bien. Enfin, une ressource. C'est un élément qui génère du bien-être, qui est générateur de bien-être. Donc, forcément, on a envie d'y aller et on n'a pas envie forcément de laisser la copine en profiter. Donc, il faut respecter le nombre de brosses. C'est à peu près une brosse pour 5 à, allez, 8 à 10 vaches. 8 à 10 vaches. Donc, si l'éleveur il a 60 vaches, voilà, il faut environ 6 brosses. Et les plus espacées possibles pour éviter qu'il y ait des conflits, pour éviter qu'il y ait une dominante, par exemple, qui monopolise tout l'espace grattage et qui empêche aux autres d'y aller. Donc l'enrichissement permet aux bovins d'exprimer des comportements et des postures naturelles. Donc ça, j'en parle beaucoup, beaucoup dans mes formations. Je fais des démonstrations. Là, j'installe des brosses, par exemple, et je montre que les animaux, donc ça, c'est des vaches qui découvraient la brosse le jour de ma formation. En moins d'une minute, en général, je chronomètre, en moins d'une minute, la brosse est adoptée et on a l'impression que la vache, c'était l'accessoire qui lui manquait, quoi. Donc ça, c'est assez parlant, c'est très visuel et l'éleveur, il prend conscience que c'est pas un gadget et il faut vraiment enrichir. Mhm. Donc pour conclure, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais dans ma ferme, mais aussi des pratiques éthologiques. Donc moi, je vous ai fait une petite initiation, je vous ai montré un peu, je vous ai donné un peu un avant-goût de ce que je peux proposer dans mes formations. Et j'aime bien conclure en général mes formations en expliquant que les pratiques éthologiques, c'est vraiment pour apporter du mieux-être. Les éleveurs, je suis convaincue qu'ils sachent, qu'ils veulent bien faire. C'est comme ça quand même qu'on veut travailler. Mais parfois, on répète des, des habitudes parce qu'elles sont là depuis des générations. Elles sont même parfois fatigantes, mais on est habitué à le faire. Donc, et puis notre cerveau, il est quand même très routinier. Il apprécie la routine. Changer d'habitude, sortir de sa zone de confort, c'est un effort pour le cerveau. Et certains sont très contre ça. Parce que ça demande une autre réflexion, une autre prise de conscience, parfois des efforts dans le travail, donc ça va demander de travailler plus lentement, différemment. Et il y a certains humains qui sont complètement contre ça, mais ça peut être dans l'élevage comme dans le monde en général, hein. Ça, c'est pas propre à l'élevage. Donc pour synthétiser un peu et voilà, pour conclure un petit peu ce que je vous ai dit, quand on observe davantage l'animal avec des connaissances éthologiques, on va forcément gagner en sécurité et en temps de travail. Parce que si on appréhende, si on adapte, euh, forcément, nos pratiques vont être plus dans le sens de l'animal et moins contraignantes. Les répercussions seront directes, pas forcément instantanées, mais même, enfin, ça peut être instantané en fonction de la problématique, mais très vite, on va constater que l'animal, n'étant moins stressé, forcément, ça aura des actions sur sa santé. Et sur sa production, c'est-à-dire que bah, il y aura moins de problèmes de santé de manière générale. Un animal qui profite plus, un animal qui a un beau poil, qui a des belles cornes, qui mange bien, qui rumine bien. Voilà, c'est un animal qui vit avec un stress modéré et qui a une vie plutôt confortable, ce qui est appréciable aussi pour l'éleveur qui observe ça. L'éleveur, effectivement, qui voit ces animaux évoluer dans un monde enrichi, qui profite de tout cet enrichissement, qui bénéficie de tout ça et qui réduit tous les problèmes de santé, forcément, bah, il y a une satisfaction grandissante de la part de l'humain et il y aura une diminution considérable de la charge mentale. Parce que des animaux qui sont en mauvaise santé, des animaux qui accumulent des problèmes de santé, bah, c'est une souffrance mentale pour l'humain parce qu'il se questionne, il se pose des questions en permanence, il rumine et c'est une charge mentale supplémentaire. Donc pour les vidéos, euh, donc là c'est un petit extrait de ce que je peux faire avec mes animaux en fonction, enfin grâce à toutes les connaissances que j'ai sur le monde animal. Donc là, je m'apprête à faire un soin sur la ligne du dos de mes animaux. Je souhaite leur appliquer un produit répulsif à base d'huile essentielle pour tout ce qui est pas poux, tiques et mouches. Donc, quand on connaît le monde sensoriel du bovin, on sait que les couleurs claires ressortent énormément dans la vision du bovin. Donc, tout ce qui est blanc, c'est à bannir. Donc, je vais vous montrer que
le conseil que je donne à mes éleveurs, c'est de mettre un vêtement pour couvrir le flacon que l'on trouve que l'on place dans le dos. Donc là, la technique consiste à approcher chaque animal l'un après l'autre et lui appliquer une solution sur la ligne du dos, avec de la coopération, pas de stress, des animaux qui restent calmes. Il n'y a pas de contention. J'ai pas ramené mes animaux dans un corral ou dans un couloir de contention. J'ai pas d'associé. Mon associé est à l'autre bout de la ferme en train de faire un autre travail. Mon chien également n'est pas demandé sur cette activité. Donc là, je suis toute seule à gérer entièrement les soins de ces animaux. Donc honnêtement, là, j'ai une trentaine de génisses. J'ai dû mettre un bon quart d'heure pour toutes les traiter. Euh, j'ai mis plus de temps à faire le montage de cette vidéo que le soin en lui-même des animaux. Donc vous voyez, je passe d'un animal à une autre avec des animaux qui expriment des postures de décontraction, une tête basse, des oreilles relâchées. Ça, c'est clairement des animaux décontractés. Là, je suis avec ma vache Morbihan qui ne présente aucun stress lors de mon abord. Elle continue de ruminer, elle ne se lève pas et elle me laisse lui appliquer le produit sans affoler le reste du troupeau parce que c'est aussi le risque quand on travaille en troupeau, c'est que quand on en soigne une, elles prennent peur et elles contaminent le reste du troupeau de son stress. Donc là, j'ai une volontaire qui vient vers moi, mais avec délicatesse. Elle vient pas me mettre un grand coup de tête en me disant Hey, tu t'occupes de moi, s'il te plaît? Parce qu'avec des grandes cornes comme ça, c'est impossible. Enfin, c'est très dangereux pour moi. Donc, j'ai aussi installé un code avec mes animaux de zéro quémandage, c'est-à-dire les animaux ne réclament pas de l'attention. En tout cas, ils sont modérés dans le quémandage et très jeunes, donc beaucoup plus jeunes, hein, à 6-8 mois, à partir du moment où ils ont été sevrés de leur mère, donc c'était entre 8 et 9 mois. Quand ils étaient plus avec leur mère, j'ai installé le code relationnel et notamment, on interdit le quémandage. Donc je passe d'un animal à l'autre dans le calme, sans perturber le troupeau. Vous voyez, les animaux restent couchés, certains sont debout, viennent me voir, mais ne réclament pas parce qu'ils savent qu'ils obtiendront rien. C'est pas du tout la stratégie à adopter pour obtenir une caresse de ma part. Certaines vaches ont été traitées, mais je reviens parfois les voir quand je passe à côté d'elles, pour pas qu'elles associent forcément ma visite à une solution sur le dos. Tout se fait vraiment dans le calme et et le plaisir. Voilà. Il faut savoir que quand je travaillais à Paris, bah voilà, j'avais une situation confortable financière. Quand j'ai quitté ce monde-là, et quand j'ai intégré le monde agricole, bah, la situation financière n'est pas du tout la même. Mais les conditions de travail n'ont rien à voir. C'est-à-dire que je travaille avec des animaux, c'est du plaisir. Je suis patron de mon exploitation avec mon associé. J'ai vraiment cette liberté de construire ma relation et de voir comment je l'entends, de faire comme je l'entends. Donc, j'ai un confort relationnel que je n'avais pas à Paris avec avec mes collègues de travail. Bon, bien qu'ils étaient très, très gentils, hein, mais j'ai vraiment du plaisir quand je travaille dans ces conditions-là et c'est ce que je laisse, c'est ce que je souhaite laisser comme plaisir, comme souvenir dans la tête de mes vaches. Un autre exemple, et pour finir, ça sera le dernier, donc l'éducation des vaches. Les vaches, on est parfois amené à leur mettre des licoles, à leur apprendre à marcher en longe pour les concours. Euh, une vache, elle est capable d'apprendre dans le calme et en liberté, avec de la coopération. Si on fragmente l'éducation, si on va pas trop vite, si on connaît bien l'animal, là par exemple, je vais travailler au grattage, la récompense sera le grattage. Et je décompose toutes les étapes. Je ne vais jamais trop vite parce que aller trop vite, c'est souvent perdre le lien. Donc là, je suis avec Côte d'Or. Et Côte d'Or, c'était sa première fois qu'elle découvrait cet exercice. Elle avait déjà vu le licol posé au sol. Elle avait déjà senti. Elle avait déjà senti une corde. Mais aller jusqu'à lui mettre une corde sur la tête et lui faire découvrir un peu de contention, c'était sa première fois. Donc, je fractionne vraiment et je décompose l'éducation, enfin l'apprentissage du licol avec des frottements sur le cou, des frottements au niveau de la tête, parce que je considère que accepter une corde sur la tête, ça s'apprend et ça demande un exercice de désensibilisation des zones où on vient frotter la corde.
Donc, vous voyez, je répète plusieurs fois. Là, par exemple, l'exercice, c'était de passer le mufle dans la corde. Là, je suis allée un petit peu trop vite. Résultat, la vache a reculé. Comme quoi, la vitesse de déplacement, il faut jamais l'oublier. Donc, je répète plusieurs fois certains exercices pour me vraiment me rendre compte que l'exercice est acquis et que je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de fermer le licol et donc de ramener la corde sur la joue de l'animal. Mais avant de le faire, qu'est-ce que je fais? Je gratte, je frotte, j'encourage, j'apaise avec ma voix. C'est tout un accompagnement qui fait que l'animal, quand je lui montre une longe, il n'est pas du tout traumatisé. Bien au contraire, il est plutôt partant dans l'exercice. Donc ça, c'était l'étape du licol où je m'arrête là. Hein, pour cette séance-là avec Côte d'Or, je suis pas allée plus loin. Je lui ai fermé le licol, je lui ai retiré, mais j'ai pas enchaîné sur la marche en longe. Souvent, les personnes veulent aller trop vite. Licol, marche en longe, arrêter, reculer, gauche, droite. Oh, on se calme un petit peu. On n'est pas face à un robot, on est face à un animal qui découvre une contention, qui découvre de la pression sur une corde. Il faut pas aller trop vite. Donc là, je travaille avec Loire. Elle était un peu plus habituée au licol. Mais attention, la recommandation, c'est que les licols, ils ont des boucles. Alors, surtout, c'est un licol cheval. Ils ont des boucles et ces boucles-là peuvent venir claquer au niveau des oreilles. Et le bovin a une audition très, très sensible, notamment avec tous les objets métalliques. Donc, cette présentation touche à sa fin. Mais moi, je vous invite à garder le contact et vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, donc toutes les applications que vous trouvez là. En fonction des applications, je modifie mon contenu parce que j'ai pas le même public. Sur LinkedIn, j'ai un réseau très professionnel que je n'ai j'ai pas forcément sur Facebook et sur Instagram. Sur TikTok, j'ai un public très jeune, donc bah, c'est pas le même langage, c'est pas les mêmes les codes de montage, c'est pas le même contenu. Donc, je vous mets mon nom sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom de Eto Diversité et je vous mets mon mail si vous souhaitez me rencontrer, organiser une formation. Voilà, tout, libre à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en place. Mon dernier conseil, c'est d'acheter mes livres, sans faire du forcing non plus. Mais voilà, c'est important. Enfin, moi, c'est la continuité de mes formations. Mes formations de terrain, mes webinaires, formations en ligne, ça, c'est pour moi, c'est le guide. Je dis toujours qu'une formation, enfin, le livre, il forme, une formation transforme. Donc, c'est bien d'avoir toujours ce guide qui permet de relire. J'ai des éleveurs qui ont. Donc, le premier, c'est le bien-être, il est sorti en 2020. Le deuxième, il est sorti les concours, il est sorti 3 ans après, en 2023. Et les 10 règles d'or, il est sorti cette année au mois de mars. Il y a plein d'éleveurs qui ont déjà acheté le premier dès l'année de sa sortie et qui le relisent régulièrement et ils me disent il y avait des notions que j'avais oubliées, c'est fou. Hein. Tous les jours avec mes vaches et je trouve le moyen d'oublier comment elle entend, comment elle voit. Donc le livre, c'est quand même un guide, un appui puissant, quoi. Voilà, écoutez, je pense qu'on est dans les temps. J'ai un petit peu dépassé la présentation, mais voilà. Donc merci pour toutes les personnes qui ont écouté mon discours, mon approche et mon parcours. Et maintenant, bah, écoutez, la place aux questions. Adrien, donc si tu veux me lire les questions, me synthétiser des questions, Alors, oui, bah, déjà, merci beaucoup, Pauline, pour avec plaisir. votre présentation, vraiment très intéressante. C'est pas un sujet en plus qu'on a forcément on aborde aussi à Vers de Terre Production. Ok. On est beaucoup orienté, soit sol vivant, les techniques agronomiques, etc. Et quand c'est animaux, c'est plutôt, on va dire, gestion du pâturage. Là, c'est vrai que Oui, c'est des notions un peu comportementales, éthologiques et tout. C'est des notions que on n'entend pas enfin c'est pas les questions forcément les plus abordées, mais qui sont tout aussi importantes, comme on peut voir notamment pour améliorer le bien-être animal ou évidemment in fine aussi bah, pour réussir son élevage. Alors les questions, je suis en train de regarder. Moi j'ai récolté quelques questions. Tac tac tac. Puis j'ai aussi quelques questions personnelles. Alors question, ouais.
C'est un peu les principaux freins à l'enrichissement des élevages, enfin enrichissement, voilà, c'est un peu quoi les principaux freins qui fait que finalement beaucoup de personnes ne mettent peut-être pas en place ce genre de choses dans leurs élevages. En toute honnêteté, c'est les croyances. Oh, mon grand-père, mon père, il a jamais fait ça. Pourquoi le faire, quoi? Vraiment, c'est humain, hein. L'humain, il se met des barrières. Alors, avant même qu'il ait essayé, il y croit même pas. Mais je lui dis, mais essaye un petit peu quand même. Donc, c'est vrai que mes démonstrations de pratique avec les animaux, bah, c'est les animaux qui parlent à ma place. J'ai pas besoin de faire tous ces discours que j'ai fait là. Bon, je viens expliquer un petit peu les comportements, mais quand on a des animaux à disposition et sur lesquels on fait dérouler des démonstrations de pratique, bon, bah, certains éleveurs qui étaient moyennement convaincus, ils repartent convaincus en disant, OK, c'est pas cher, ça demande pas trop de temps. Et effectivement, on sent que déjà en une demi-journée, les animaux sont moins peureux. En une demi-journée. Et encore, quand je dis une demi-journée, le TP doit durer 1 heure. 1 heure, mais on a coupé avec des questions, on a coupé avec des temps de parole. Le TP, Donc au final, c'est-à-dire, bah, c'est en fait quand je fais des formations de terrain, je fais des travaux pratiques avec les ah, d'accord. animaux. Je fais voilà, pendant 1 heure, je déroule un atelier, mais je fais pas 1 heure non-stop. J'entrecoupe avec des prises de parole avec les éleveurs qui sont là, qui ont des questions. En gros, je suis pas pendant 1 heure à manipuler les animaux, quoi. Il y a des pauses. Justement, c'est autre question, c'est au niveau un peu du temps. Oui, voilà, on voyait là sur les vidéos, bah, on voit les animaux, ils sont pas brusqués, ils ont pas peur, ils sont en confiance, Mhm. etc. Il y Oui, a une question au niveau du temps pour qu'on arrive à ça, le temps à investir, sachant que en plus des fois dans l'activité d'élevage agricole, des fois le temps c'est toujours un peu le nerf de la guerre. oui, C'est tout pas à fait. toujours évident. Et ça, Euh, bah, pour certains, des questions à ce niveau-là, oui, voilà, le temps à investir pour avoir tous ces plus-values, combien de temps il faut pour arriver à ce Alors, genre de résultat. déjà, en fait, souvent l'éleveur, il veut des recettes magiques parce que souvent les techniciens lui vendent des recettes magiques, mais c'est normal. Bon, il y a un problème sur un végétal, hop, on va apporter une solution derrière, et c'est quasiment instantané le résultat. Quand on travaille avec de l'animal, le temps, on peut pas trop le. Alors moi, je vais donner un protocole de travail, c'est-à-dire à partir du sevrage de l'animal, tu vas travailler 1/4 d'heure par jour pendant une bonne semaine. Je vais donner ce protocole-là. Après, en fonction de la disponibilité de l'éleveur, de sa motivation, de sa vie en manière générale, on va moduler. Moi, je propose un tronc, enfin voilà, un tronc généraliste de relationnel. Après, j'explique aussi que souvent, l'éleveur, il va essayer de créer le relationnel à une mauvaise période de la vie de l'animal. Quand je dis mauvaise période, c'est-à-dire que le jeune bovin, il a des moments où il est très réceptif dans l'apprentissage et dans la nouveauté. Et il y a des périodes, il est trop heureux pour apprendre et des périodes où il est trop en confiance et il a envie de prendre de la distance. Donc souvent, l'éleveur, déjà, il se trompe de période. C'est-à-dire qu'il travaille les animaux trop jeunes, donc de la naissance jusqu'à 6 mois. Pour moi, l'animal, il est pas assez, il manque de construction, il manque de confiance en lui, donc il va être un petit, en fait, il va s'imprégner de tout ce qu'il voit, mais ça aura pas des répercussions pour le futur. Et moi, ce que je veux, c'est apprendre des choses à mon animal et que 1 an, 2 ans, 3 ans, il s'en souvienne. Il y a d'ailleurs une étude là sur des génisses qui ont appris des soins. Donc c'était des soins aux yeux, des soins de la contention. 1 an après, on leur a reproposé les soins sans piqûre de rappel pendant le 1 an d'attente et les génisses se rappelaient parfaitement de l'exercice. Donc, mais parce qu'on a travaillé les génisses sur une bonne période de leur vie, où là, le cerveau imprègne sur du durable. Donc là, l'éleveur, souvent, il manque de connaissances sur la bonne période à travailler son animal. Donc déjà, je lui explique que ça sert à rien qu'il s'investisse trop tôt, que s'il commence à travailler le travail trop tard, bah, les animaux vont pas réfléchir de la même façon. Donc, il faut d'autres connaissances au niveau de l'animal. Mais dans mes formations, tout ça, je l'explique et c'est vrai que l'éleveur comprend et ça fait sens. Et c'est vrai que s'il respecte dans les grandes lignes le temps de travail et la période, l'âge à laquelle il faut travailler l'animal, euh,
l'éleveur est plutôt satisfait et même agréablement surpris de voir que ça marche aussi vite, quoi. Ça marche. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Autre question aussi, c'est oui, voilà, c'est un peu toutes ces limitations. Et, ouais, c'est aussi un peu le quid du bâtiment, notamment un peu des élevages. On peut dire un peu bâtiment, je dirais pas intensif, mais voilà, aussi il y a très peu d'accès au plein air, etc. Évidemment, Mhm. en termes de levier pour le bien-être, etc., est-ce qu'on n'est pas un peu trop limité et qu'en fait, pour avoir un bien-être optimal, il faut forcément avoir quand même un élevage qui soit plus orienté pâture ou ça reste quand même une possibilité. Enfin, on peut avoir d'améliorations très nettes sans avoir Alors, cette possibilité-là. c'est vrai que dans l'inconscient collectif, une vache dehors, on pense qu'elle est mieux, elle profite mieux. C'est vraiment l'image qu'on garde et c'est vrai que c'est une belle image quand on voit une vache ruminer dehors. Bon, mais il y a une semaine, là il a plu là 2, 3 jours, donc tout a reverdi chez nous. Mais il y a une semaine, c'était sec, mais on aurait dit le désert. Et j'ai pris une photo d'une vache qui ruminait en plein soleil dans les estives. Donc, c'est des grands plateaux où il y a très peu d'ombre. Il y avait une éolienne au loin, c'est tout ce qu'il y avait. Ah, la vache, elle était dehors, elle était couchée, elle ruminait. Mais honnêtement, ça manquait cruellement d'ombre. Ça manquait de haies, ça manquait de verdure. Et si on avait posé la question à la vache, peut-être qu'elle aurait dit, ben, moi, je serais pas contre de rentrer dans un bâtiment frais et de passer au moins 2, 3 heures de rumination couchée au frais avec une température un peu plus modérée, quoi. Donc, chaque ferme est unique déjà, chaque ferme a des conditions environnementales qui lui sont propres. C'est vrai qu'on a sorti des réglementations en disant, voilà, l'animal, il doit avoir ça pour être bien. Mais quand on donne la parole aux animaux, les réponses sont parfois troublantes. Et l'animal il a accès à l'extérieur, donc, et à un extérieur plutôt boisé parfois, hein, donc c'est pas forcément un extérieur très caniculaire avec pas d'ombre. Donc extérieur boisé, donc sous-entendu avec un peu de fraîcheur, mais il a la possibilité de rentrer. Eh ben, souvent, en pleine journée et en pleine chaleur, l'animal reste à l'intérieur. Il a conscience que son bien-être, il le trouve à l'intérieur. Et à la tombée de la nuit, quand les températures se rafraîchissent ou pas, ça dépend des régions, les animaux sortent. Donc en fait, c'est bien aussi d'écouter nos animaux et de voir que ben, leur confort, parfois, ils le trouvent dans le bâtiment. Il n'y a pas les risques de prédation qu'on trouve en extérieur, hein. Les animaux sont de plus en plus exposés à des attaques de loups, de vautours. Donc c'est un stress pour une mère qui doit gérer son veau, par exemple. Là, quand elle est à l'intérieur, elle a son veau qui est couché à côté d'elle, dans la paille qui est sèche, qui est propre, avec parfois ventilation, brumisateur, des conditions un petit peu idylliques, quoi. Donc, et avec son veau à proximité dans son champ visuel, les copines à côté, et une porte ouverte qui lui laisse le choix de sortir, de rentrer. Je pense que ça, c'est le luxe. Quand la vache, elle a la possibilité de rentrer, sortir, et qu'elle peut choisir, il faudrait que toutes les conditions, enfin, que ça soit partout comme ça, quoi. C'est-à-dire, on laisse le choix à l'animal d'aller choisir son confort. Dans un pâturage, là j'essaie d'un peu extrapoler, mais dans un pâturage, on va dire, sans couvert arboré, haies, etc. Au final, est-ce que c'est un choix? C'est pas un choix? Au final, comme le bâtiment est peut-être plus judicieux. Enfin, est-ce que ça a un sens aujourd'hui de continuer à faire du pâturage dans ces conditions, si on reste d'un point de vue Bonne purement question. bien-être? Bonne question. Moi, j'ai des estives. Alors, j'ai 2 sites. J'ai un site à 1000 mètres d'altitude où là, il y a des bois, des arbres. Donc, bon, voilà. Et là tout le côté ombragé est exprimé. Après, dans les estives, c'est pas pareil. Et je discutais avec un vétérinaire, il me disait souvent les estives, les animaux, quand ils redescendent des estives, ils sont plus mal que quand ils sont repartis. Les estives, ça passe ou ça casse. Il y a des races qui pourraient pas vivre dans des conditions d'estive, hein. Déjà, ça demande beaucoup de marche, un bon pied, des bons aplombs. Il faut souvent chercher l'herbe parce qu'on n'est pas sur de l'herbe qui fait 1 mètre, très riche, très dense. Donc, elle est très clairsemée. Donc, nous, notre frein, enfin, notre problématique, clairement, c'est l'ombre, quoi.
c'est l'ombre. Donc on n'est pas contre en avoir, mais ça demande un chantier. Moi, j'ai à peu près une centaine d'hectares dans les estives. Ça voudrait dire réimplanter des haies. Donc, on s'était renseigné hein, auprès de Mission Haies. Donc, doubler toutes les clôtures. Donc, déjà, enfin, planter toutes les essences. Des essences qui s'adaptent à 1200 mètres d'altitude. Doubler toutes les clôtures parce que si on laisse ça, bah, je peux te dire que les vaches comme les petits gibiers, enfin le cerf, la biche et le sanglier vont se régaler avec. Donc il faut les protéger de grillage, il faut faire du paillage. Donc il y a un gros travail à faire, ce qu'il faut faire, ce qui est normal. Mais actuellement, nous, au niveau énergie et au niveau investissement, on n'a pas pu le faire, quoi. Donc, le plan B, c'est de laisser parfois le bâtiment ouvert et de laisser les animaux rentrer, sortir. Parce que moi, mes bâtiments en haut sont dans les estives, en fait. J'ai pas de transhumance. C'est-à-dire que mes bâtiments sont implantés dans les estives. J'ai pas le côté comme certaines fermes où il faut transhumer plusieurs heures, plusieurs jours parfois pour amener les animaux au pâturage, quoi. Et d'ailleurs, le modèle en question, c'est plus compliqué. Là, une question élevage allaitant, élevage laitier, au final, finalement, c'est que ça reste pas plus compliqué si on est dans bah, voilà, dans un élevage laitier où, par exemple, la transhumance est compliqué, plus compliqué que si on est dans un élevage allaitant. Au final, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors attends, le début de ta question à couper, c'était, tu C'est en voulais. gros, s'il y a des difficultés, en fait, est-ce qu'il y a des difficultés particulières, des spécificités? Est-ce que c'est plus compliqué à mettre en place toutes ces pratiques, que ce soit l'enrichissement ou les Ok. pratiques théologiques dans un élevage laitier qui demande effectivement d'aller souvent à la traite, etc., en bâtiment, que par rapport à un Mhm. élevage allaitant? Est-ce qu'il y a des choses un peu différentes à prendre en compte à ce niveau-là? Moi, je pars du principe où qu'on soit laitier ou allaitant, l'animal, il a besoin de gagner en capital confiance, il a besoin d'être confiant, il a besoin de ne pas être trop peureux. Donc l'enrichissement, pour moi, participe aussi à ça. C'est pas juste combler des besoins de succion, de mastication. C'est aussi un animal qui voit des choses insolites. Parce que quand je viens pour mes démonstrations, j'apporte des gros bidons, tout ça, j'en parle dans mon premier livre. Donc l'animal, en fait, il apprend à gérer la peur. Donc ça va être utile, peu importe l'élevage laitier ou allaitant. Parce que certes, l'élevage allaitant, ils sont moins manipulés, il n'y a pas la traite 2 fois par jour, mais on n'est pas à l'abri de les faire monter dans un véhicule pour les bouger, on n'est pas à l'abri de leur faire des soins, de leur faire rencontrer un vétérinaire, un pareur. Donc tout ça, c'est de la nouveauté. Et s'il est entraîné à gérer ça au jeune âge, eh bien, il sera beaucoup moins peureux plus tard, et donc c'est quand même plus sécure pour nous. Et donc pour moi, il y a pas de contre-indication. Et je pense que laitier comme allaitant, un animal, plus il est enrichi, plus il est habitué à gérer la nouveauté, moins il sera peureux. Et donc forcément, c'est beaucoup plus confortable quoi, pour nous. Et pour lui aussi, parce qu'il sursautera moins, il aura moins peur. Alors là, il est 55. Dernière question. Bah, toujours pareil, à l'étang laitier. Le fait qu'à l'étang, des fois, on a des animaux qui peuvent rester bah, très peu de temps, plus qu'en laitier, de fait, dans l'élevage. Alors tu Euh, veux dire l'inverse peut-être. Le laitier, euh, il y a une oui, rotation pardon. plus rapide qu'en allaitant. Oui, 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 pardon. Oui, 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 Non, mais qu'on soit, effectivement. qu'on soit d'accord sur Tout à les, fait. sur les. Est-ce que pareil, au final, c'est pas un frein qui peut permettre de, bah, plus difficile pour être Dissuader? plus, non, mais même pour avoir comment dire, c'est la question, d'avoir le contact avec l'animal, la relation de confiance avec l'éleveur et l'animal, où au final, le temps est déjà suffisant dans les deux cas pour permettre ça, en fait. Alors, déjà, moi, mon grand principe, c'est que l'animal, il reste 2 jours sur ma ferme ou 21 ans, comme c'était le cas pour ma doyenne qui fait la couverture de mon premier livre. À partir du moment où il a un parcours de vie dans ma ferme, mon rôle, c'est de lui apporter du bien-être relationnel, de l'enrichissement et des pratiques positives. Ça, c'est mon job. Et qu'il passe 2 jours ou 21 ans. C'est comme ça. Maintenant, moi, je dirais qu'il n'y a pas enfin, il y a pas de contre-indication. Et tout temps investi au jeune âge, que ce soit laitier comme allaitant, c'est du temps qu'on va peut-être, sur le moment, on aura le temps, on a l'impression d'en perdre, mais au final, tu vas le rattraper plus tard. Parce que les animaux seront plus faciles à manipuler, plus faciles à appeler, à attraper, plus faciles à soigner. Donc, toutes ces petites minutes que tu vas
pas perdre plus tard, c'est grâce au petit temps que tu as investi au début. Donc pour moi, c'est de l'investissement en fait le temps, les pratiques relationnelles. C'est pas du temps perdu, c'est pas du temps où je suis allée voir mes animaux, j'ai passé un peu de temps pour qu'ils me regardent, pour qu'ils me touchent, pour qu'ils me sentent. Moi, je dis toujours, l'éleveur, c'est le guide dans la ferme. Ce guide-là, il doit être rassurant, il doit enseigner les bonnes choses, comme le quémandage, par exemple, ne doit pas être autorisé. Pour moi, il n'y a pas de perte de temps quand on crée du relationnel, qu'on ait des animaux qui ont une période de vie courte sur la ferme ou très longue. Voilà. Ça marche. Bah écoutez, merci Pauline Garcia. Là, il est 19h05, 18h58. On va finir sur ça. Voilà, c'était vraiment très très intéressant. Peut-être pour un prochain webinaire ou pourquoi pas dans une de nos formations. En tout cas, voilà. Pour ceux qui découvrent Pauline Garcia ici présente, vous pouvez effectivement consulter son site Éthodiversité pour en apprendre plus, parler des livres, etc. Pour ceux aussi qui découvrent Vers de Terre Production au-delà de notre chaîne YouTube, où on fait intervenir plein d'experts dans différentes disciplines, filières en agronomie, en agroécologie. On propose aussi des formations, donc enfin, n'oubliez pas, hein, si vous allez sur notre page Vers de Terre, on a tout un catalogue, notamment en élevage. On a parlé là du pâturage avec des arbres finalement. Par exemple, on a une formation totalement en ligne pour les éleveurs pour faire un pâturage tournant dynamique bovin agroforestier. Donc, c'est des choses qui existent et que vous pouvez, si vous avez besoin de vous faire accompagner pour concevoir votre projet, voilà, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, vous pouvez me contacter moi-même, Adrien. C'est moi qui est en charge de tout ce qui est ces formations d'élevage. Voilà. Eh bien, on va finir sur cette note-ci. Puis, bon, bah, Pauline, peut-être à bientôt, j'espère. Et puis, merci encore pour ton intervention de ce soir. Voilà. Merci Et pour puis, l'invitation. Merci. oui. Et puis, bah, bonsoir à tous pour ceux qui ont été ici présents pour l'avoir écouté. Voilà. Bonne soirée À à très tous. bientôt. Au revoir. Au revoir.